Donc pour commencer, on a le plaisir d'entendre Claude Sabat qui va nous parler du journal de l'École Polytechnique. J'ai jusqu'à quelle heure? Une dizaine, 10-15 minutes et un peu de questions. D'accord. Donc le journal de l'École Polytechnique est maintenant dans sa 4e année d'existence. Il est, en fait, l'idée de faire un tel journal il commence à émerger à l'été 2012. Essentiellement, c'était à la suite, pour moi, à la suite des difficultés qu'il y avait eu dans les négociations avec Springer, je crois au printemps 2012. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être dynamiser un peu l'édition académique en France et proposer des solutions alternatives, peut-être pour dynamiser vraiment l'édition universitaire et académique. Alors, bon, il fallait quand même avoir, pour essayer de réussir à partir de quelque chose qui avait existé, et c'était pas la première fois il était dans l'air de republier, de redémarrer le journal de l'École Polytechnique, qui était en fait une des plus vieilles revues scientifiques en France, mais qui était mort de sa belle mort avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était un journal assez prestigieux au XIXe siècle, je dirais beaucoup moins au XXe. Et donc j'ai voulu m'appuyer vraiment sur l'histoire de ce journal. Il y avait un article fameux de Poincaré qui avait été publié dans ce journal. Donc on avait une légitimité scientifique sérieuse, et ce qui était important pour acquérir justement une nouvelle légitimité pour une revue scientifique. Donc le journal est reparti en 2014, donc la préparation s'est faite, comme j'ai dit, à partir de l'été 2012. Le modèle que j'avais en tête, en fait, s'est avéré possible, ce qui n'était pas clair au début. Hein. Donc d'abord, l'idée c'était qu'il fallait développer l'édition académique, comme j'ai dit, la redynamiser en France notamment, et en ayant un objectif du point de vue qualité très élevé. Hein. Donc on voulait vraiment, on avait vraiment comme idée de viser, disons, des niveaux comme les annales de l'École normale supérieure en France, par exemple, ou les annales de l'IHP. Par ailleurs, il fallait essayer de s'assurer un modèle qui serait viable sur le long terme, et puis aussi qui soit, comme on dit, green open access. Hein? J'ai relu les messages que tu m'as envoyés à l'époque et je n'ai toujours pas compris. Donc je suis désolé. Voilà. Et puis aussi, comme on a vu tout à l'heure, l'idée d'avoir des droits d'auteur sous licence Creative Commons. Donc, puisqu'on a une terminologie qui a l'air de s'être développée tout à l'heure, ce matin, la terminologie des gentils, si on peut dire. Alors, du point de vue scientifique, le journal de départ était une revue qui n'était pas seulement mathématique, qui était aussi, il y avait de la physique, de la chimie dedans. Tous les noms de chimistes ou de physiciens que vous connaissez au XIXe siècle ont plus ou moins publié leurs travaux dans ce journal. Et en France, en tout cas. Et donc l'idée, c'était d'avoir une revue, disons, qui soit généraliste, qui tende vers vraiment une revue de très bonne qualité, donc sélective,
Et on était parti sur un format de l'ordre de 600 pages. Pour moi, c'était en gros l'équivalent du bulletin de la Société mathématique de France, avec 15 à 20 articles par an. Et comme on a une revue purement électronique, on pouvait se permettre des articles assez longs. En fait, l'évolution n'a pas été celle que je pensais, c'est-à-dire qu'au début, on est parti pendant les 3 premières années sur 400 pages, ce qui était à peu près normal, il fallait se mettre en jambes, mais maintenant on est à 1000 pages en 2017. Autrement dit, ça a évolué beaucoup plus vite que prévu, et la reconnaissance et la légitimité du journal est arrivée en fait beaucoup plus vite que ce que je pensais. Donc, vous voyez les rubriques, les différentes rubriques qui sont publiées, c'est très très large. On va vraiment des maths les plus pures, enfin on a même un article de logique, enfin c'est vraiment des maths très pures, et des maths vraiment très appliquées. Donc on essaye de tenir, ce qui n'est pas facile du point de vue scientifique, de tenir les deux bouts. Le modèle aussi donnait de l'importance aux jeunes chercheurs. Donc l'idée, c'était de mettre à la tête de ce journal des jeunes mathématiciens, et c'est ce qu'on a fait, c'est l'état où on est maintenant. Les 3 rédacteurs en chef, Emmanuel Broyard, Charles Favre et maintenant Virginie Bonailly-Noël, sont des vraiment jeunes mathématiciens reconnus dans leur domaine. Et puis aussi, évidemment, il fallait un comité éditorial, disons, qui tienne la route. Une manière surprenante, pour moi aussi un petit peu, c'est que la mise en place du modèle économique a vraiment bien fonctionné. Alors, la base de ce modèle, c'est ce qu'on appelle le support institutionnel, c'est-à-dire que ce sont les institutions qui permettent, par leur financement divers et variés, cachés éventuellement, qui permettent le développement de cette revue. Donc, pour avoir un libre accès complet, donc il y a une diffusion et un archivage électronique par MadDoc, et donc bientôt Mersenne. La plateforme éditoriale était pendant longtemps mise en place par Matrice, et maintenant le relais va être pris par MadDoc. Il y avait un soutien un peu, disons, théorique, je dirais, par la Fondation mathématique Jacques Hadamard, donc, qui regroupe les mathématiques au niveau du plateau de Saclay. Et puis, évidemment, l'école polytechnique, dont le soutien est assez varié. D'abord parce que l'école a la propriété du titre et imprime un nombre faible, petit, mais quand même non nul, de volumes papier pour un archivage pérenne. Bon, il faut dire que ce n'est pas tellement demandé. Je crois qu'on est à peu près à entre 5 et 10 volumes par an vendus, mais c'était l'optique, ces volumes imprimés doivent et sont prévus pour être utilisés uniquement à des fins d'archivage. Et puis il y a aussi le secrétariat éditorial qui est fourni par le secrétariat du centre de maths de l'école polytechnique, centre de maths Laurent Schwartz de l'école polytechnique. Voilà donc un petit peu comment ça se passe. Donc il n'y a pas de flux financier, sauf pour les ventes des volumes imprimés. Voilà. Et enfin, ce qui a été important pour moi, c'est de très vite faire entrer la revue dans la liste des revues référencées par Mathsinet et Centralblatt. Et aussi, ce qui est en fait important, c'est Scopus, enfin des bases de données visibles par le reste du monde. Voilà, donc je vais ici.
On est parfaitement dans les temps, donc si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Oui, le secrétariat éditorial est au CMLS, vous dites. Donc, oui. ça en pratique, ça veut dire quoi en fait? Disons qu'il y a une plateforme de gestion éditoriale qui s'appelle OJS. Hein, et c'est une des secrétaires qui surveille cette plateforme et qui pilote un petit peu, qui envoie... disons que les mathématiciens, en général, ont des attitudes très variées vis-à-vis des outils techniques qu'on peut leur fournir, notamment par rapport à OJS. Et donc, tous n'ont pas les mêmes habitudes de travail. Et il est bon qu'il y ait un petit peu un pilote dans l'avion. Et voilà, alors, la secrétaire éditoriale est là pour ça, pour faire en sorte que la plateforme fonctionne comme elle devrait fonctionner. Et donc si certains rédacteurs ne font pas exactement comme ils devraient faire en théorie sur une telle plateforme, c'est elle qui le fait à leur place ou leur demande de le faire, etc. Elle est là un peu pour piloter et pour surveiller que les délais n'explosent pas trop, des choses comme ça. Hein. Il y a besoin d'un pilote quand même dans l'avion. Et du coup, pour cette personne, en pratique, ça lui prend beaucoup de temps ou parce que Non, c'est pas beaucoup. Je pense que elle passe d'une part, je pense que ça doit lui prendre en tout, si on regroupe tout ce qu'elle fait, une après-midi par semaine ou quelque chose comme ça. Donc il y a la surveillance de la plateforme et puis ensuite, là aussi, tout ne se passe pas dans le meilleur des mondes possibles complètement sur la plateforme. Beaucoup de gens utilisent leur mail personnel, etc. Donc elle fait en sorte de tout rentrer dans la plateforme éditoriale et ça lui prend un petit peu de temps. Est-ce que techniquement vous êtes satisfait par OJS? Parce que OJS c'est vraiment très général, il y a je crois, dizaines de milliers de journaux qui sont faits avec OJS. Juste pour la petite histoire, parce que ça n'a pas été mentionné, c'est vraiment important, OJS est développé par PKP, Public Knowledge Project, et c'est tout open access, tout gratuit, et c'est vraiment à mon avis un programme international de très grande qualité développé par John Wilinski à Stanford et au Canada aussi, à Fraser University, qui mérite vraiment qu'on le suive, parce que c'est... Et il a aussi lancé, j'aurais dû en parler ce matin, le modèle des coopératives de bibliothèques et d'acteurs comme système financier. C'est vraiment un truc à suivre. Maintenant, est-ce que techniquement, OJS est satisfaisant? Parce que c'est ancien, ça a été développé depuis très longtemps. Oui, bon... Disons qu'il y a deux possibilités. Soit on est un ancien journal et on essaye d'adapter OJS à notre pratique, soit on est un nouveau journal et on s'adapte à la pratique d'OJS. Moi, j'étais dans le deuxième cas. Donc, la rigidité, un petit peu, OJS n'est pas absolument parfait, loin de là, mais disons... c'est pas l'essentiel pour un nouveau journal. Pour un ancien journal, c'est quelque chose qui peut poser plus de problèmes. Et il y a aussi une nouvelle version d'OJS qui est beaucoup plus souple. Et ça, je pense que c'est des choses qui vont se développer au Centre Mersenne. Mais pour le moment, et pour ce qui me concerne, OJS a rempli sa fonction. Et pour moi, une des fonctions essentielles était son multilinguisme. Autrement dit, pour une secrétaire éditoriale qui doit travailler sur la plateforme et qui n'a pas une formation en anglais très poussée, c'est très important d'avoir une plateforme en français, notamment. J'ai vu que vous publiez aussi une fois par an une version imprimée du volume de l'année, qui coûte 100 €, il me semble, ou 90 €, 100 €. Je voulais savoir si c'est un apport positif ou si finalement... Non, disons que les éditions de l'école polytechnique, ils ne sont pas extrêmement dynamiques. Je n'ai pas accordé énormément d'importance à ça. Je vais le faire un tout petit peu plus maintenant. Non, je vois pas... pour ce qui me concerne, ce sont les éditions qui gèrent, éventuellement, qui gagnent un peu d'argent avec. Je ne pense pas beaucoup.
Voilà. Il s'agit juste de payer en gros l'impression pour ce qui me concerne. Je pense que ce sera la dernière question avant qu'on passe à l'exposé suivant. Justement, j'ai cru comprendre qu'effectivement, vous limitiez volontairement la version papier uniquement à destination de l'archivage. Autrement dit, une bibliothèque encore désireuse de conserver le papier ou une communauté voulant avoir le papier pour travailler peut aujourd'hui faire une demande ou une commande? Oui, bien sûr. Mais comme j'ai dit, les éditions sont enfin, il faut vraiment le vouloir. C'est-à-dire que j'étais un peu déçu de ce côté-là, mais bon. Effectivement, parce que depuis 2014, voilà. Vous n'êtes pas le seul. Pas le seul. Moi, j'ai juste une petite question, c'est le taux de rejet. Pour mettre en face juste une idée pour évaluer le temps de secrétariat et ce genre de choses par rapport au vrai travail. Le vrai travail, c'est pas les articles publiés, c'est aussi les articles soumis. Oui. Pour avoir une idée de si c'est peut-être un secret. Non, c'est pas un secret. Le taux de rejet ou le taux d'acceptation, tu veux? Celui que tu préfères. Non, pour être sérieux, je pense qu'actuellement, on est à 40% d'acceptation par rapport aux articles sérieux soumis. J'essaye, vu l'augmentation, bon, il y a une augmentation importante du nombre de pages. Je pense qu'on va être plus strict. Maintenant, je ne voudrais pas que la revue démarre trop en flèche. Quoique actuellement, on est satisfait du niveau dans plusieurs domaines, mais pas dans tous. Et donc, il y a besoin de faire un travail encore éditorial. Mais d'un autre côté, c'est aussi délicat parce que c'est comme les communautés maths pures, maths appliquées, et même au sein des maths appliquées ou des maths pures n'ont pas souvent les mêmes pratiques. Mettre tout ça ensemble, c'est pas toujours facile. Merci encore.